En fait, on va dire ma vie avec l'écriture, les ateliers d'écriture, les récits de vie, les histoires de vie, elle commence dans la deuxième partie de ma vie professionnelle, et avec la formation aussi. C'est 40 ans passés où j'ai repris des études, et à la Sorbonne où j'ai fait un diplôme d'ingénierie non pas en histoire de vie, d'ingénierie de formation. Et c'est pendant ces études-là que j'ai rencontré, en fait, entre guillemets, les histoires de vie et les récits de vie du côté de la formation. Mais c'est beaucoup plus tard, en 2005, que je suis allée me former à Nantes, à l'université je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bref, c'est université de formation permanente, où j'ai fait un diplôme universitaire des histoires de vie en formation, lequel diplôme est aujourd'hui à Tours, à l'université François Rabelais. Et dans le même temps, je me suis formée à l'animation d'ateliers d'écriture, que je pratiquais depuis déjà plusieurs années, mais en tant que participante. Et donc, progressivement, je me suis consacrée à ces deux activités, l'animation d'ateliers d'écriture et l'accompagnement à l'écriture, et l'accompagnement par les histoires de vie en formation. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de cette partie-là, parce que ça nous amènerait trop loin, et je m'en tiendrai à l'intitulé donc de l'intervention telle qu'elle vous a été donnée et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc ça va faire bientôt 20 ans que je suis principalement, mes activités sont principalement autour de ces deux pôles, et dans l'écriture des histoires, des récits de vie, les deux s'articulent un petit peu, on verra tout à l'heure comment. Donc maintenant, j'interviens essentiellement dans une institution qui s'appelle Aleph Écriture, qui est un des premiers organismes à avoir organisé des ateliers d'écriture en France, puisque la création d'Aleph Écriture remonte à 1985, donc où je travaille pour eux depuis la fin des années 2000. Et puis, par ailleurs, j'interviens aussi dans le cadre d'une association que nous avons créée il y a quelques années, qui s'appelle Le Dire et l'Écrire. À Aleph Écriture, j'ai fait à peu près tout ce qu'il est possible de faire, et je me consacre maintenant essentiellement à la formation de biographe, dont on parlera tout à l'heure, que j'ai montée avec une de mes collègues en 2014, et puis à la conception de dispositifs en récit de vie, et à leur animation. Et par ailleurs, je suis membre de l'APA, que certains connaissent peut-être ici, dont on dira aussi deux mots tout à l'heure, l'association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique, l'ASIVIF, qui est l'association internationale des histoires de vie en formation, et le RQPHV, qui est le réseau québécois pour les histoires de vie. Voilà brièvement ce pourquoi je suis là, ce qui explique ma présence ici aujourd'hui. Donc, sur quoi on s'était mis d'accord avec Geneviève, c'était donc que j'intervienne sur cette thématique-là, écrire, faire écrire, écrire pour l'autre son récit de vie. Avec quelques développements, mais le titre donc principal, c'est celui-là. Donc, je me propose pour démarrer en introduction de l'intervention, de m'attarder sur ce que recouvre ce titre-là, ainsi que les trois propositions du titre, écrire d'une part, faire écrire d'autre part, et écrire pour l'autre son récit de vie. Et puis,
je m'attacherai aussi à définir ce qu'on entend par récit de vie, puisque peut y avoir plusieurs acceptions du terme, et puis avec des synonymes, on va dire, divers. Ensuite, à partir d'exemples pris dans la littérature, j'aborderai donc les motivations qu'on peut identifier chez les personnes qui souhaitent écrire leur récit de vie, avant donc de développer chacune des 3 propositions du titre. Et une fois que j'aurai développé les 3 propositions du titre, j'en arriverai à la conclusion. Alors, ce titre-là, pour moi, il pose au moins 2 questions auxquelles il me semble important de répondre avant d'entrer dans le vif du sujet. La première question, c'est pourquoi finalement décliner ce terme écrire sous 3 formes différentes? Et la deuxième, donc, c'est qu'entend-on par récit de vie? Alors, quand je dis écrire son récit de vie, je pense en priorité à toutes les situations dans lesquelles une personne, quelle qu'elle soit, peut choisir de se mettre à écrire son histoire. Donc ça se réfère à quelqu'un qui, a priori, seul devant sa table, son ordinateur, voire tout autre média possible, puisqu'on voit aujourd'hui des récits de vie en bande dessinée, des récits de vie en peinture, des récits de vie en vidéo, voilà, qui va donc décider de faire seul son récit autobiographique. Même si dans son fort intérieur, elle s'adresse à quelqu'un. Mais le travail de l'écriture se fait seul. Le deuxième item, faire écrire, inclut au moins 2 personnes. Celle qui écrit et celle qui accompagne le travail de l'écriture. Et 2 personnes qui peuvent se multiplier, en général jusqu'à 8-10, quand se faire écrire se passe dans un atelier d'écriture. Et ce sera effectivement plus l'objet de mon propos aujourd'hui, d'évoquer cette situation-là, écrire son récit de vie dans un atelier d'écriture. Et dans ce cas-là, c'est plusieurs personnes donc qui se réunissent pour écrire leur histoire, la partager, et l'animatrice ou l'animateur, mais bon, je vais parler au féminin d'abord parce que je suis une femme et parce qu'ensuite, dans ce type d'activité, c'est souvent et majoritairement des femmes que l'on trouve, et les personnes du groupe, c'est le premier public à recevoir le texte et à réagir au texte. C'est une façon de publier, des guillemets, son récit de vie. Le troisième item, écrire pour l'autre, inclut aussi 2 personnes, celle qui raconte oralement son histoire et celle qui la met en forme par écrit pour en faire un récit transmissible. Et cette personne-là qui met le récit par écrit, on l'appelle en France un ou une biographe. Je dis en France parce que en Suisse ou en Belgique ou au Québec, ça va être, en Suisse on dit les recueilleurs, par exemple, ou les recueilleuses de récits de vie. Alors ce dispositif, il peut aussi concerner plusieurs personnes, dans le cadre de la biographie de couple, par exemple, ou d'une famille entière, ça arrive, ou encore dans le cadre de récits collectifs, que ce soit dans les entreprises, les associations, les quartiers, les villages, les villes. J'aborderai donc ces 3 façons d'aboutir à l'édition, avec des guillemets, parce que c'est non pas dans le sens d'une publication commerciale, même si on va en parler aussi, mais dans le sens de la publication de ce que j'appelle moi un objet livre, qu'il soit destiné à la seule transmission familiale,
ou à un lectorat plus large, ou donc au grand public, via la publication dans une maison d'édition, voire aujourd'hui, ça se fait beaucoup, en auto-édition, qu'on peut trouver sur Internet et acquérir via Amazon, la Fnac, etc. Et qu'entend-on donc par récit de vie ? Puisqu'avant de rentrer dans le détail de ces trois façons d'écrire son récit de vie, c'est peut-être important de se mettre d'accord sur ce que recouvre ce vocable, puisqu'on peut parler de récit de vie, on peut parler d'histoire de vie, on peut parler d'autobiographie ou encore de biographie. Alors, les quatre termes appartiennent tous les quatre au champ, à ce qu'on appelle le champ biographique, celui de l'écriture de la vie, selon l'étymologie du terme, biographie, bios, la vie, graphie, l'écriture. Et quand on ajoute le préfixe autobiographie, on indique que celui qui la pratique écrit non pas la vie, mais sa propre vie. Rapidement, pour situer un peu les choses, en France, la première personne à avoir pris comme sujet d'étude universitaire, donc à faire entrer l'autobiographie à l'université, ce qui n'était pas gagné d'avance, c'est Philippe Lejeune, qui en 1975, dans son ouvrage « Le pacte autobiographique », en donnait la définition suivante. L'autobiographie, donc, c'est le récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Donc ça, c'est une définition de 1975 qui concerne l'autobiographie. On peut dire aujourd'hui que le récit de vie va au-delà de cette définition, dans la mesure où l'auteur d'un récit de vie va en général bien au-delà de l'histoire de sa personnalité, puisqu'il est souvent question dans un récit de vie de s'inscrire dans une lignée familiale, mais aussi dans l'histoire avec une grande H, comme disait Georges Perec, que cette histoire soit politique, économique et ou sociale. Et ce, particulièrement depuis le début du XXe siècle, il est aussi question d'inscrire son histoire dans des territoires géographiques hors des frontières nationales. Voilà donc rapidement pour situer le sujet. Je vais donc commencer par évoquer des exemples dans la littérature, parce que, quoi qu'on en dise, à chaque rentrée littéraire, on peut constater que un certain nombre de livres sont à teneur plus ou moins autobiographique. J'en ai listé quelques-uns qui ont même obtenu des prix littéraires là dans l'année 2022. Commencer par le prix Nobel, Annie Ernaux, le prix Femina des lycéens, Paulina Panasenko, Tenir sa langue, le prix Vepler, Anthony Passeron, Les enfants endormis, le prix Goncourt, Brigitte Giraud, le prix Décembre, Lola Lafont, quand tu écouteras cette chanson, le prix Femina, Annette Vivorca, le prix Femina Essai, Tombeau, sachant qu'Annette Vivorca est une historienne qui a quand même commis un récit de vie qui a écrit au jeu, là pour l'occasion, le prix Jean d'Ormesson, Emmanuel de Varesquiel, prix Goncourt du premier roman, Étienne Kern, et je pense que ma liste n'est pas exhaustive. Et si l'on regarde les livres de la rentrée littéraire de janvier 2023, il y a au moins 4 bouquins, mais il y en a certainement d'autres, qui sont aussi à la teneur autobiographique. Jérôme Garcin, Les Fragiles, Mathieu Lindon, Une archive, Marie-Hélène Lafont, Les sources, et Michel Perrault, encore une historienne avec Édouard Castillo, Le temps des féminismes. Donc, ça pour dire que c'est pas simplement une activité de personnes qui ne sont pas écrivains.
Et donc, pour rester du côté de la littérature, je voudrais évoquer avec vous plus particulièrement deux auteurs. Alors, j'ai pris un homme et une femme, Lionel Duroy d'une part et Delphine de Vigan. Lionel Duroy, que certains et certaines d'entre vous connaissent certainement, écrit depuis 30 ans, peu ou prou la même histoire, la sienne, celle de sa famille, celle du monde qui l'entoure, et qu'il revisite à chaque fois à partir de ce qu'il a compris et appris depuis son livre précédent et en fonction de l'évolution de sa vie. Son premier roman, qui s'appelait Prier pour lui a valu de se fâcher avec toute sa famille. Alors, j'ai plus en tête le nombre de frères et sœurs, mais je crois que c'est 11 ou 12 frères et sœurs qu'il avait. Et ce que dit Lionel Duroy, c'est, il le savait, ses frères et sœurs lui avaient dit, si tu publies ça, tu ne nous reverras plus jamais. Et son premier roman, donc, relatait l'histoire de sa famille, son enfance malmenée, l'irresponsabilité de son père et la folie de sa mère. Donc c'est vrai que, voilà, c'était pas, ça montrait pas la famille sous un jour très positif. Mais ce que dit Lionel Duroy, c'est que pour lui, il suffisait pas de l'écrire, il fallait vraiment que ce soit publié, parce que c'était une question de vie ou de mort. Il dit, je serais mort si j'avais pas publié mon livre, parce que c'était aussi une question de place. C'est que d'être publié, d'appartenir à la famille de la littérature, c'était trouver une place qu'il n'avait jamais trouvée avant dans sa vie. Et dans une interview qu'il a donnée en décembre 2014 au journal du dimanche, il dit ceci. « J'ai compris vers 18 ans qu'il n'y avait rien de plus important que de mettre des mots sur cette question. Qu'est-ce qu'on fait là ? Je ressentais une colère existentielle. Elle s'est soudain matérialisée dans les mots de Camus, Sartre, Duras, Knut Hamsun. Je regardais mes parents et je ne comprenais pas comment on pouvait être si irréfléchi pour faire des enfants comme on fait des pots de confiture. Ma mère m'a répondu, on n'allait tout de même pas vous mettre à la poubelle. Mes parents auraient préféré qu'on ne vienne pas au monde, mais on est là et ils n'ont rien à nous transmettre. Knut Hamsun est l'homme qui m'a sauvée. J'ai lu La Faim, puis tous ses livres. Il ne possède rien, mais il a compris que l'écriture allait lui donner la vie dont il a besoin. J'ai une confiance absolue dans l'écriture. Je ne sais pas du tout où je vais, et malgré ça, en écrivant à l'intuition, l'écriture va tirer ma pensée et il va naître un récit où je reconnaîtrai quelque chose d'infiniment secret qui était en moi et qui me surprend. Je ne cherche pas une histoire à tout prix. Je continue à creuser les mêmes sillons. Je suis écrivain tout le temps. Les rares moments où je n'écris pas m'apparaissent comme du temps non vécu. C'est du temps saboté. Je peux le dire avec des mots, mais fondamentalement, je ne comprends pas pourquoi je ne m'autorise pas à vivre sans écrire. Je me sens légitime à vivre uniquement quand je fais ma part de travail. Mettre des mots nouveaux pour décortiquer ce qui arrive, on n'aura pas assez de toute une vie pour comprendre ce qu'on fait là. Et le deuxième exemple, c'est Delphine de Vigan, vous connaissez aussi certainement, qui a d'abord publié sous pseudonyme le récit de sa période anorexique, Jour sans fin, qui a été réédité depuis sous son nom. Et en 2011, elle a publié Rien ne s'oppose à la nuit, qui a connu un très grand succès. Et ce livre relate l'histoire de sa mère qui souffrait de bipolarité. Et en relatant l'histoire de sa mère, c'est aussi forcément sa propre histoire qu'elle raconte. Et Delphine de Vigan, dans ce livre, donne aussi à voir au lecteur tout ce par quoi l'auteur passe, ses questionnements sur qu'est-ce qu'elle peut écrire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas écrire, par rapport, elle a plus de scrupules que Lionel Duroy, et par rapport à sa famille, et elle se questionne aussi sur la façon dont sa famille, soit son frère, sa sœur, ses oncles, ses tantes, vont recevoir ce livre. Et elle donne à voir tout au long du livre comment elle s'assure, au fur et à mesure que le livre avance, que sa sœur en particulier n'est pas choquée par ce qu'elle écrit, et non plus d'ailleurs les frères et sœurs de sa mère. Mais sa sœur a une place très particulière. Et je la cite, dans ce livre, elle écrit « J'écris ce livre parce que j'ai la force aujourd'hui de m'arrêter sur ce qui me traverse et parfois m'envahit.
parce que je veux savoir ce que je transmets, parce que je veux cesser d'avoir peur qu'il nous arrive quelque chose, comme si nous vivions sous l'emprise d'une malédiction, pouvoir profiter de ma chance, de mon énergie, de ma joie, sans penser que quelque chose de terrible va nous anéantir et que la douleur toujours nous attendra dans l'ombre. Donc, on voit que le premier est dans la recherche de sens, pourquoi je suis là, et Delphine de Vigan, c'est cette question de la transmission, c'est un peu de rompre la malédiction. On verra que elle n'est pas la seule à avoir ce type de préoccupation. Donc, je vous passe tous ceux qui ont, d'autres auteurs qui ont contemporains, qui ont écrit aussi ponctuellement ou exclusivement dans leur œuvre leur histoire, mais ce qu'on repère qui fait œuvre chez tous ces gens-là, c'est le choix de la forme, c'est le travail de la langue, le travail de l'écriture, mais aussi la part de fiction qu'ils peuvent introduire dans leur récit, laquelle part de fiction peut ne concerner que la structure, que la forme qu'ils ont choisie. C'est-à-dire que tout est vrai, mais la façon dont c'est organisé fait que c'est un point de vue qui s'affirme et que quelqu'un d'autre qui raconterait la même histoire la raconterait pas de la même façon. C'est ce qui est arrivé à Alain Raymond, je crois, qui a écrit son autobiographie et qui, après avoir écrit son autobiographie, écrit un livre qui s'appelle « Je marche au bras du temps », qui est en fait le récit sur le récit, et qui raconte que quand il a donné à lire son autobiographie à ses frères et sœurs, il y en a un qui lui a dit « Mais enfin, pourquoi tu racontes ça? Ça n'a aucun intérêt. » Et l'autre qui lui dit « Mais en fait, t'as pas raconté cette histoire-là, mais quand même, c'est vachement important dans notre vie. » Voilà. Et lui, il dit « Ben non, moi, c'est mon histoire, c'est la façon dont je l'ai vécue, c'est la façon dont je l'ai ressentie. Moi, ce qu'il trouve important, je l'ai pas trouvé important. » Et voilà. Bon. Donc, c'est vraiment intéressant de se pencher sur cette question du point de vue et de la façon dont chacun qui vit la même histoire ne vit pas la même chose. Et ce travail de la langue, je vais reprendre et de la structure du livre, de l'organisation du livre, je vais reprendre l'exemple de Lionel Duroy qui en 2019 publie un livre qui s'appelle « Nous étions faits pour être heureux ». Donc il y met en scène toujours son double. Là, il s'appelle Paul. Souvent, il s'appelle Augustin dans ses autres ouvrages. Et dans ce livre, toute l'action se passe en une journée dans sa maison du sud de la France. Et Paul, donc, reçoit enfants, petits-enfants et tous ses frères et sœurs avec qui il s'est réconcilié au bout de 30 ans. Sauf un. Et donc, tout se déroule, dialogue, discussion, voilà, autour du repas du déjeuner de midi, de l'apéritif, du café. Et dans une des interviews qu'il a données après la sortie du livre, Lionel Duroy dit que tout ce qu'il raconte dans ce livre-là, tous les dialogues entre lui et les différents protagonistes de l'histoire sont vrais. Mais qu'en revanche, cette journée, elle a jamais existé. Il a effectivement revu tous ses frères et sœurs, mais ça s'est passé sur une durée d'1 année. Il les a vus séparément, jamais tous ensemble, et que c'est pour les besoins du livre qu'il a donc mis en scène cette journée qui n'a jamais existé. Et c'est en cela donc qu'il a fait œuvre d'écrivain. Il a cherché et trouvé la forme. C'est ce qu'on retrouve aussi, par exemple, quand on lit Annie Ernaux, qui, pour chacun de ses livres, s'échine à trouver une forme différente chaque fois, et elle en parle beaucoup dans son journal d'écriture, et donc qui lui permet de mettre en scène ses propos. Donc la question qu'on peut se poser, c'est si des écrivains, des écrivaines reconnus, publiés, éprouvent le besoin d'écrire leur histoire. Pourquoi des non-écrivains, vous, moi, la personne qui garde l'immeuble en bas, pourquoi est-ce que on ne voudrait pas, on n'aurait pas le désir, on n'aurait pas le besoin
d'écrire notre histoire, et est-ce que les motivations de ces écrivaines reconnus sont si différentes que ça de celles de personnes lambda. Donc on a vu que pour Lionel Duroy, il s'agissait donc de trouver du sens et de répondre à cette question: qu'est-ce qu'on fait là, ici, dans cette vie, sur cette terre? Pour Delphine de Vigan, il s'agit de comprendre ce qu'on lui a transmis et de savoir ce qu'elle transmet. Et si vous avez lu le livre d'Emmanuel Carrère, Un roman russe, vous vous souvenez peut-être de la façon dont il termine son livre. Un roman russe, donc, c'est l'histoire de la famille, l'histoire du grand-père, sur lequel il y a une espèce d'omerta, le père de sa mère, Hélène Carrère d'Ancos. Et il s'est employé, malgré l'interdit de sa mère, donc, à rompre le silence, à mettre des mots sur l'histoire de ce grand-père, parce que l'histoire de ce grand-père, le silence qu'il y a sur cette histoire, ne produit que de la souffrance dans la famille, et qu'il souhaite mettre un terme à ce qu'il appelle la transmission de cette malédiction. Et donc la fin du livre, c'est une lettre qu'il écrit à sa mère. Je vous en ai extrait quelques lignes. C'est de cela que je voulais te parler dans cette lettre, de notre souffrance. Ce que je crois, c'est que tu as dû affronter très tôt une souffrance épouvantable, et que cette souffrance, ce n'est pas seulement la disparition tragique de ton père, mais tout ce qu'il était. Son tourment, sa noirceur, son horreur de la vie dont il t'a fait la confidente. Et tu as fait très tôt aussi le choix de nier la souffrance. Tu t'es interdit de souffrir, mais tu as interdit aussi qu'on souffre autour de toi. Or, ton père a souffert, comme un damné qu'il était, et le silence sur cette souffrance, plus encore que sur sa disparition, a fait de lui un fantôme qui hante nos vies à tous. Ton frère Nicolas souffre, mon père, ton mari souffre, je souffre, moi et mes sœurs aussi, bien que je n'accorde pas ici le droit de parler en leur nom. J'ai reçu en héritage l'horreur, la folie et l'interdiction de les dire, mais je les ai dites, c'est une victoire. Donc ces motivations-là, on les retrouve chez les personnes qui désirent écrire leur histoire, transmettre ou mettre fin à des transmissions malheureuses, comprendre, donner du sens à ce qui a été vécu. Et la nécessité de transmettre est d'autant plus prégnante que l'on a atteint un âge où l'on n'est plus pris dans les contraintes du quotidien, du travail, de la famille, où on a la disponibilité pour le faire et on voit la fin du voyage se profiler, ce qui peut créer une urgence à dire et écrire tant qu'on peut encore le faire. Ce désir de transmettre peut venir des personnes elles-mêmes, mais ce sont souvent les enfants, voire les petits-enfants, qui sollicitent parents ou grands-parents pour qu'ils racontent leur histoire. D'autant plus quand elle ne leur a pas été racontée, ou partiellement racontée. Ce sont souvent des personnes qui ont vécu des traumatismes liés à l'histoire, toujours avec un grand H, la Deuxième Guerre mondiale, déportation, génocide, la guerre d'Algérie, la guerre d'Espagne, ou d'autres conflits dans le monde s'agissant de personnes issues de l'immigration. Ou à des traumatismes liés à l'histoire personnelle et ou familiale, secrets de famille, inceste, viol, problèmes psychiatriques, décès violents, abandon d'enfants, adoption, adultère, etc., etc. Même à certaines époques, le divorce, c'était tabou. Ou leurs descendants qui ont toujours su qu'il y avait un ou des secrets dans la famille. On ne parle jamais de telle ou telle personne, on est en conflit avec telle autre, sans savoir ce que c'était, mais qui en ont toujours ressenti le poids. Et on peut trouver que c'est paradoxal, mais on a d'une part des personnes qui veulent transmettre ce qui leur a été transmis et pour lesquels ils sont reconnaissants envers ceux qui l'ont fait. Et puis on a ceux qui veulent transmettre parce qu'on ne leur a rien transmis. Et donc, il s'agit pour eux de réparer, en quelque sorte, cet espace, cette absence de transmission et de mettre un terme à cette rupture dans la transmission.
donc, la première proposition, c'est donc les personnes qui vont écrire seules leur histoire, se lancer dans l'écriture, aller au bout de leur chantier et transmettre ce récit, donc soit sous forme de tapuscrit, ou aujourd'hui, on voit de plus en plus avec tout ce qui est proposé en termes d'auto-édition, la réalisation d'un livre plus ou moins épais, qui va aller au destinataire. Et puis, on peut aussi, justement, je parlais de l'APA tout à l'heure, je vais juste vous en dire 2 mots. Aujourd'hui, on peut déposer ces récits de vie, à l'APA, qui est donc cette association créée par Philippe Lejeune au début des années 90, et qui œuvre à recueillir, les récits de vie écrits par le commun des mortels, à les répertorier dans un lieu dédié à cet effet à Ambérieu en Bugey. Et c'est une des activités de l'association. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous ai apporté quelques dépliants. Et aussi, l'association publie 3 fois par an des revues qui s'appellent La Faute à Rousseau, qui sont des revues consacrées à l'autobiographie, en général à partir d'une thématique. Donc il y en a eu une par exemple sur la transmission, il y en a eu une sur les ateliers d'écriture, il peut y avoir la filiation, les récits de filiation, les récits du travail. Donc le dépliant là, et puis si vous voulez regarder les revues ou en acheter, c'est possible. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette question sur les personnes qui écrivent seules leur récit. Et je vais rapidement passer au deuxième item, qui est le faire écrire. Donc écrire, faire écrire. Parce que pour donc certaines personnes, écrire ne va pas de soi. Écrire tout seul ne va pas de soi, et souvent, voilà, on a envie d'écrire, on commence à écrire, et puis c'est compliqué, on n'y arrive pas, et donc on va avoir recours soit à une personne, conseiller en écriture, coach, qui va les faire écrire, mais le plus souvent, quand même, ces personnes s'inscrivent dans des ateliers d'écriture dédiés à l'écriture autobiographique, et c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Alors rapidement, peut-être qu'il faut préciser ce qu'est un atelier d'écriture, ou bien tout le monde sait ce que c'est qu'un atelier d'écriture. Ou est-ce qu'il y a besoin que d'en dire quelques mots? Oui, quelques mots. Voilà. Donc un atelier d'écriture, finalement, c'est un lieu. C'est un atelier, c'est-à-dire que, au sens propre du terme, c'est là où on fabrique. Alors l'atelier du menuisier, il fabrique des meubles, et ben dans un atelier d'écriture, on fabrique du texte, tout simplement. Comme dans un atelier de peinture où on fait fait des tableaux, c'est vraiment la fabrication de l'objet. C'est donc un atelier qui est organisé par des structures ou des personnes individuelles qui, normalement, et c'est recommandé, ont une formation, ils savent ce qu'elles font quand elles animent un atelier d'écriture, et c'est en général des groupes maximum 10-12 personnes. On va dire que 9-10, pour moi, c'est le chiffre idéal. Ça peut être un peu moins. Au-delà, ça devient plus compliqué. Et donc c'est un atelier de pairs, PAIRS, où chacun vient avec le même désir, écrire, et en l'occurrence là, écrire son histoire, et où l'animateur ou l'animatrice donc est là pour proposer des thèmes d'écriture, faire des propositions à partir souvent, en tous les cas, moi c'est comme ça que je travaille, de textes d'auteurs publiés, avec des propositions qui permettent de travailler l'écriture aussi.
c'est-à-dire de s'essayer à différentes façons d'écrire sur différents thèmes. Et les textes sont lus après avoir été écrits, partagés, et on fait des retours sur ces textes, l'animatrice, mais aussi le public, hein, les personnes qui sont là. Et donc dans ces ateliers, il y a un certain nombre de règles, hein, il y a un cadre qui est tenu, c'est-à-dire que on respecte le texte et on respecte les textes et les personnes, on fait preuve de bienveillance, on est dans le non-jugement, pas d'interprétation, pas de projection, on va pas se moquer des gens si le contenu nous surprend. Voilà, il y a un accueil favorable du texte et il s'agit non pas de questionner le contenu, mais de questionner la forme, et d'accompagner les personnes pour qu'elles arrivent à produire ce qu'elles souhaitent produire. Voilà. Et donc l'animatrice est là pour garantir la place de chacun, favoriser le travail de chacun et du groupe, pour suggérer, proposer, donner des pistes, signaler des auteurs à lire qui peuvent alimenter le travail et proposer des ressources, hein, aux personnes. En règle générale, les personnes qui viennent en atelier pour écrire leur histoire ont une question qui est presque toujours la même pour tous, c'est comment je m'y prends, comment faire, comment pour écrire ma vie, avec toutes les sous-questions qui sont derrière, est-ce que je peux tout dire, est-ce que tout est entendable, que vont dire est-ce que je peux parler des personnes qui ont été dans ma vie sans prendre de risques, enfin bon, il y a toutes ces questions-là, mais qui sont coiffées par cette question comment faire, comment l'écrire. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que quand elles s'y sont essayées toutes seules, il y a un moment donné, souvent, où elles n'ont pas réussi à dépasser les difficultés auxquelles elles se heurtaient. Dans un article donc publié dans La Faute à Rousseau consacré aux ateliers d'écriture, ma collègue animatrice et autrice Isabelle Rossignol a écrit ceci à propos de cette question du comment faire pour écrire donc ou un récit de vie ou une autobiographie. Que doit-on faire exactement pour écrire une autobiographie ? Par exemple, doit-on l'écrire pour soi ou pour les autres ? Dans le cas de nos participants, même si des projets de publication publique ne sont pas forcément dans leur esprit, ceux d'écrire pour leurs enfants ou petits-enfants le sont toujours. Aussi la question du destinataire est-elle constamment présente et la place du lecteur fait-elle partie intrinsèque du texte autobiographique à écrire ? Si l'on considère que ce texte vise un lectorat, il est à parier qu'il devra s'écrire comme n'importe quel autre texte, ce que nos participants savent intuitivement et qu'ils viennent éprouver empiriquement dans l'atelier. En somme, la question du texte adressé à un lecteur va engendrer celle de la lisibilité et de la dramaturgie pour la forme, de la censure et de l'autorisation pour le fond. Ce sont des questions qui, somme toute, concernent quasiment tous les projets d'écriture, mais qui sont peut-être encore plus sensibles quand il s'agit d'écrire son histoire de vie dans un but de transmission. Et c'est ces questions-là qui m'ont motivée lorsque j'ai mis en place, donc, au sein d'Aleph Écriture, l'atelier Écrire et transmettre son histoire de vie, il y a une quinzaine d'années, près. Et quand j'ai conçu un dispositif en partenariat avec Bayard, écrire et éditer son histoire de vie, la différence c'est que dans le partenariat avec Bayard, il y a à la clé l'édition d'un livre. Donc dans ces ateliers, on traite bien évidemment de la question de la transmission et des héritages, du ou des destinataires de son histoire, et on a souvent remarqué que tant que les destinataires n'étaient pas identifiés, il y avait du flottement dans l'écriture, et on élabore et on peaufine son projet. Mais ce à quoi je m'attache, c'est à convaincre tout un chacun que
il faut laisser l'écriture mener l'enquête. C'est-à-dire que si on arrive avec une idée préconçue en disant je vais le faire comme ça en 3 parties, hein, et puis dans la première partie je vais traiter ça, et dans la deuxième partie, hein, il y a un moment donné où on se rend compte que tout ça c'est bien beau dans l'esprit, sur le papier, mais que ça marche pas une fois qu'on passe à l'écriture. Et il y a besoin d'abord d'écrire avant d'avoir une idée précise de la forme et de la structure qu'on veut donner à son récit. Les propositions, pour justement permettre ça, de repérer un peu ce qu'on a, de repérer et de se projeter dans un récit terminé, les propositions d'écriture sont variées, hein, on écrit à partir de plusieurs entrées thématiques, on s'essaye à différents enjeux formels. Ce que j'appelle les enjeux formels, c'est par exemple le fragment, c'est le dialogue, c'est le mini-récit. Vous voyez, c'est différentes façons d'écrire. On cherche un fil rouge. Hein. On identifie les personnages principaux et les personnages secondaires, comme dans un roman. On s'interroge sur la place du narrateur. On privilégie certaines périodes de sa vie, parce qu'on ne peut pas tout écrire de sa vie, et que quelquefois on va écrire une page qui va couvrir 10 ans, et on va écrire 10 pages qui vont couvrir 1 heure de sa vie. On accorde ou pas de l'importance au lieu, on s'inscrit ou pas dans l'histoire politique et sociale, on choisit sa structure, hein, un récit, des fragments, des nouvelles, de la poésie, tout est possible, et on travaille aussi bien sûr à partir de photos et de documents. On garde en ligne de mire les destinataires de son récit. Pour moi, c'est la boussole. Hein, c'est vraiment la boussole, les destinataires. Et on travaille l'écriture jusqu'à avoir atteint son but, c'est-à-dire avoir produit un texte fini et publiable, quel que soit le mode de publication. Mais bien sûr, ça va pas sans travail, tout ça. Donc, travail de l'écriture, lecture, réécriture. On tâtonne, on essaie, on fait, on défait, on braconne chez les auteurs qu'on peut lire. On organise et on réorganise et on interroge l'objet produit jusqu'à en être satisfait. Une écrivaine québécoise qui est aussi animatrice d'ateliers d'écriture écrit dans un de ses livres « En retravaillant un texte, c'est aussi sur ses émotions et sur sa pensée que l'on travaille. Ces superlatifs dont on use à profusion, tendance au mélo peut-être, ce ton revanchard, écris-tu pour te justifier ou pour régler tes comptes? Cette tendance à vouloir embellir la réalité, à trop expliquer ou pas assez, ce que tu tais, cette rupture, ce silence entre les lignes, l'incohérence de tel personnage, les lacunes dans la structure du récit, etc. À travers la recherche du mot et de l'image juste, du ton juste, en tentant de réorganiser ou de clarifier les idées et les phrases, on approfondit notre rapport au langage et notre sens du discernement. Donc rien ne vaut des exemples concrets, hein, quand on parle comme ça des ateliers d'écriture, et je voudrais vous donner l'exemple de Dominique W, que je vais donc appeler Dominique, qui est arrivé dans un des ateliers écrire et transmettre son histoire de vie, parce qu'à la demande de sa fille, non, elle avait commencé à écrire son histoire, et elle n'y arrivait pas, elle était bloquée, et elle est arrivée donc avec cette question, comment dire l'histoire d'une vie traversée par l'histoire, donc avec un grand H, et qui a traversé l'histoire, toujours avec un grand H, comment dire les failles et les appuis sur lesquels cette vie s'est construite, comment dire la bipolarité et le cancer, comment dire ce qui ne savait pas se dire. Alors je vous raconterai pas tout son parcours, mais je vous dirai simplement qu'elle a abouti à un livre qu'elle a auto-édité et lequel livre a eu un très fort impact sur sa vie. C'est une femme qui avait 77-78 ans quand elle est arrivée dans l'atelier. Elle a auto-édité son livre, elle avait dépassé les 80 ans. Donc, 4 ans, à mon avis, oui, à peu près 4 ans de travail entrecoupés. Et elle le dit là dans les quelques lignes que je vais vous lire, qu'elle a écrites elle-même.
Je la cite donc. Et là, elle parle du fait qu'elle ait pu écrire ce récit en participant à l'atelier d'écriture. D'abord, l'abandon de l'écriture chronologique, parce qu'elle avait commencé comme ça toute seule. Puis l'avancée progressive dans mon histoire, à partir des propositions faites en atelier. Au début, pourtant, ça n'était pas facile d'étaler son histoire. Mais chacun avait la sienne. Finalement, on partageait un sujet commun, nos vies. Et ça a été important d'apprendre à écrire au plus près de mes sentiments et de mes émotions. Et donc, quand Dominique écrit cela, elle évoque, pour moi, 2 éléments essentiels du dispositif de l'atelier. C'est d'abord le cadre soutenant, qui favorise l'écriture, qui permet que le rapport à l'écriture et à la langue bouge, évolue, se déplace. C'était une scientifique, Dominique, qui lisait très peu, qui écrivait encore moins. Le travail sur la forme, pas sur le contenu, le travail sur les mots, la phrase, sur l'écriture, sur la langue. Et au cours de cet atelier, donc quand le travail est déjà bien avancé, je propose à chacun d'imaginer qu'un éditeur intéressé par leur récit leur demande de lui présenter leur projet et son avancée. Je vais vous lire quelques extraits du texte écrit par Dominique. « Maman, ta vie, m'a dit ma fille. En 2011, je me suis lancée. Le travail s'est interrompu à plusieurs reprises, en fonction de pannes techniques ou de mes différents états d'âme. Il est question d'une femme, orpheline de mère, de guerre, et ayant des difficultés à construire sa vie. Souvent, au milieu de la nuit, des souvenirs oubliés remontent à la surface. De peur qu'ils m'échappent, je me lève précipitamment et me dirige fiévreusement vers mon ordinateur, ce qui rend mes nuits un peu trop courtes. Conformément à ma formation scientifique, la première version de mon texte se présentait selon un ordre chronologique rigide. Actuellement, j'écris au plus près de mes émotions. J'ai même découvert comment jouer avec l'humour, y compris dans le cas de situations tragiques. Enfin, je parviens à aborder des périodes importantes de ma vie que précédemment, je ne pouvais pas formuler. Il m'est arrivé que l'écriture, à elle seule, induise une action jusque-là ignorée, comme le projet de me rendre à Auschwitz. Parce que la mère de Dominique a été déportée pour fait de résistance et est morte à Auschwitz. Et c'est à la suite d'un texte qu'elle avait écrit qu'elle a pris cette décision d'y aller alors qu'elle n'avait jamais voulu en entendre parler. Et donc l'histoire là du récit de Dominique, enfin du travail de Dominique pour écrire son récit, je l'ai écrite et publiée dans un numéro de la Phare, là, numéro 82. En particulier sur les effets, là je vous passerai, qu'a eu l'écriture et la publication de son récit sur sa vie. Par exemple, c'est une femme qui est bipolaire, et qui, une fois qu'elle a terminé l'écriture de son récit, qu'elle l'a édité, qu'elle l'a fait connaître, ces crises se sont largement espacées. Donc il y a eu un effet quand même très très important pour elle. Le deuxième exemple dont je vous parlerai, c'est celui de Caroline Hansens, qui elle vient de voir son récit publié, il vient de sortir là au mois de mars, dans une maison d'édition qui s'appelle Et le bruit de ses talons. C'est un récit autobiographique qui s'appelle donc Des cailloux bleus plein les dents, que l'éditeur d'ailleurs présente sur la 4e de couverture comme un roman. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'il le présente comme un roman parce que c'est un récit d'une grande qualité littéraire. C'est une façon de déconnecter de... Voilà. Donc, pour être tout à fait honnête, Caroline, je la connais depuis le jour où elle est venue faire ses premières armes à Aleph dans un atelier que j'animais qui s'appelait Oser écrire en 2010. Vous voyez, 2010, 2023. Après cet atelier, elle s'est inscrite à ce qu'on appelait alors les ateliers réguliers, donc 2 années d'ateliers d'écriture. Et pendant que j'animais également, et un jour, elle est venue me voir en me disant « Michel, j'en ai marre, à chaque proposition que vous faites, quelle que soit la proposition, c'est toujours sur ma mère que je finis par écrire. » Et
moi, mais vraiment de façon totalement intuitive, je lui dis, Caroline, si c'est sur votre mère que vous écrivez à chaque fois, creusez. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est creuser. Bon. Donc elle a fait ces 2 années d'atelier, et puis ensuite elle en a fait d'autres. Alors ce qu'il faut dire, c'est que sa mère avait eu un cancer quand elle avait 13 ans, et était morte quand elle avait à peine 16. Et donc après ces 2 années d'atelier régulier, elle travaillait, elle avait un gros poste dans l'industrie pharmaceutique. Elle a continué à participer à des ateliers d'écriture à Aleph avec d'autres animatrices. Et elle a donc écrit un paquet de textes, on va dire, qu'elle a travaillé, retravaillé, mais dont elle ne faisait rien. Jusqu'au jour où, dans un atelier, elle a entendu l'animatrice citer Claude Roy. Claude Roy, c'est un auteur que vous connaissez peut-être aussi, mais qui est mort maintenant il y a une bonne vingtaine d'années, je pense, et qui a publié ses journaux en particulier, ses carnets c'est plus d'ailleurs des carnets de notes que des journaux. Et sur la 4e de couverture d'un de ses ouvrages qui s'appelle La rencontre des jours, il est écrit ceci. Tous les 2 ou 3 ans, je verse sur la grande table le contenu des dossiers accumulés. Pages de journal, carnet de voyage, portraits, poèmes à l'état naissant, textes inédits, articles édités, notes et croque-notes, coupures, etc. Je trie, je flaire, je hume, je cisaille, j'élimine, jette au feu. Et elle a entendu ça, et ça a été comme une épiphanie, et elle a fait comme lui. Elle a ressorti tout ce qu'elle avait écrit depuis 10 ans, et elle a fait le tri. Elle a éliminé, jeté au feu, gardé, et dans son livre, elle note, et je la cite ici, « Nouvel été, ville vide, temps suspendu, calme, solitude, rassembler tous les textes écrits sur toi depuis des années, 10 jours de travail, fluidité du travail, porté par je ne sais quoi, tout dégraissé, ôter toute fioriture, que du brut, à l'arrache, que tout roule, s'enchevêtre, s'accorde, sans souci de temps, d'époque, d'écrire, écrire les déconnades de l'été avec toi, maman, la première à ouvrir le bal. » Donc, c'est vraiment un récit sans chronologie aucune. On change d'époque d'un fragment à l'autre. Il y a un désordre apparent qui reflète, en fait, le chaos dans lequel est la narratrice après le décès de sa mère. Et je la cite encore, « M'être longtemps perdu dans ces 6 foutues années où tout, absolument tout de notre vie s'est disloqué. » Elle fait aussi usage des photos, d'une bande-son, comme on dit aujourd'hui. Elle fait référence à un certain nombre de musiques écoutées pendant cette période-là. Et on a des rythmes de phrases différents, des phrases plus ou moins longues, plus ou moins courtes, on va dire, des phrases nominales. La première phrase, l'insipide, comme on dit, qui nous embarque immédiatement, « Je ne parviens pas à te ranger, maman ». Et une suite de fragments plus ou moins longs également, savamment agencés, quelquefois 3 ou 4 qui se suivant disent un événement, racontent un épisode marquant. Quelquefois, ils se succèdent sans lien apparent, quelquefois ici ou là, juste une phrase plus ou moins longue. Alterne le tu d'adresse à la mère, initié par le ton Jacques, parlant du père, qui en dit long sur le lien si particulier entre les 2 parents. Le jeu aussi, celui de la narratrice, qui alterne les points de vue, celui de l'enfant, de l'adolescente, de la femme d'aujourd'hui. Et aussi la langue, les différents niveaux de langue, irruption d'un langage familier, d'expression familiale, maternelle, grossièreté assumée. Caroline dit aujourd'hui que quand elle a commencé à participer à des ateliers d'écriture, elle voulait seulement écrire, travailler l'écriture. Elle aimait déjà ça, écrire, mais elle voyait bien qu'elle avait besoin d'en acquérir les ressorts, les tours de main, les façons de faire, de travailler la langue, sa langue. Ce n'est qu'au bout de quelques années, parce qu'elle avait eu des retours sur ses textes qui lui laissaient penser qu'ils avaient une certaine qualité, qu'elle avait une voix, un style, qu'elle a pensé à la publication. Et entre le moment où elle a terminé son manuscrit et celui où elle a signé un contrat avec un éditeur, il s'est passé quelques années, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, et ce texte, donc, je trouve que publie Caroline aujourd'hui, ça nous donne vraiment à voir la possibilité d'écrire un récit de vie d'une façon tout à fait singulière et où la chronologie n'a absolument pas
son importance. Parce que on n'est jamais perdu, enfin c'est ça qui est étonnant dans ce livre, on n'est jamais perdu. On suit parfaitement bien. Voilà pour cette deuxième partie. Et j'en arrive maintenant au troisième écrire. Écrire pour l'autre son récit de vie, donc sa biographie. Je vais repartir du côté de ce qui se publie aujourd'hui, du côté de l'édition, où on voit que de nombreuses autobiographies, entre guillemets, de people en particulier, sont en fait des biographies, c'est-à-dire qu'elles sont écrites par un biographe, un ghostwriter ou écrivain fantôme, mais écrivain fantôme parce qu'ils n'apparaissent pas comme co-auteurs du livre. On se garde bien de dire que ce n'est pas Michel Drucker ou autre people qui a écrit son livre. Il y en a d'autres, qui sont plus honnêtes, qui affichent clairement qu'ils n'ont pas écrit leur livre ou qu'ils ne l'ont pas écrit seuls, qu'ils ont eu recours à un écrivain biographe, ce qu'est aussi Lionel Duroy dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et dans l'interview à laquelle je faisais déjà référence, et où on l'interroge sur cette activité de biographe, voici ce qu'il en dit. Je travaille avec des gens qui ne sont jamais des tricheurs. Les autobiographies de Nana Mouskouri ou de Gérard Depardieu m'apportent l'entrée dans un univers qui n'est pas le mien. Mais sans le savoir, ils poursuivent le même objectif que moi. Ils veulent parvenir à comprendre, souvent sur le tard, ce qu'a été leur vie. Mireille d'Arc, Sylvie Vartan, Jean-Marie Bigard ou Gérard Depardieu ont eu des vies remplies. Ils sortent le plus souvent d'une enfance chaotique et ont dû tôt s'engager dans une lutte pour survivre qui les a constitués. Il existe des passerelles entre eux et moi, comment on se démerde de ce chaos? Et à la question des choix qu'il fait quant aux personnes dont il écrit l'histoire, il répond « Je ne dis jamais non d'emblée, car je juge que je ne connais pas une personne avant de l'avoir rencontrée. Je passe plusieurs heures avec la personne et après, je me détermine en fonction de ce qu'elle est prête ou non à livrer. J'aime entrer dans l'intimité des gens. Il faut essayer de tout dire et de se débarrasser de l'image sociale. J'aurais pu me dire avec Sylvie Vartan, je ne vais pas écrire sur une icône du yéyé alors que je suis un écrivain sérieux. Mais personne ne se réduit jamais à son image publique. Je choisis donc les gens avec qui j'ai envie de travailler. J'en suis arrivée à la conclusion qu'on ne peut jamais travailler avec les politiques. Ils continuent leur carrière, et ce, jusqu'à leur dernier souffle. Même pour écrire leur mémoire, c'est foutu. Ils vivent du regard des autres, et comme ils vivent du regard des autres, ce sont fondamentalement des menteurs. Je ne vais surtout pas m'approcher d'eux, alors qu'ils m'intéressent. Et je voudrais aussi citer, je sais que Geneviève m'en avait parlé, le livre de Gérard Garouste, L'Intranquille, qui a été écrit avec Judith Pérignon, et qui donc autobiographie d'un fils d'un peintre d'un fou, et qui est vraiment un travail où on ne sait pas qui a écrit quoi, si c'est Garouste ou Judith Pérignon qui a écrit, mais au final c'est un livre extrêmement réussi, qui est passionnant à lire. Donc cette possibilité d'écrire ou de faire écrire son histoire par quelqu'un d'autre, ça existe en fait pour tout un chacun. Et depuis quelques années, on se rend compte que le marché entre guillemets de la biographie dite familiale est en fort développement. Alors familiale, c'est parce que justement c'est hors marché de l'édition. C'est pas forcément la biographie d'une famille, c'est la biographie d'une personne. Et quand un marché se développe, c'est qu'à un moment donné, l'offre et la demande se rencontrent. Avec ma collègue Delphine Tranier-Brard, on a fait ce constat au début des années 2000. Delphine est elle-même biographe, et on travaille ensemble à Aleph. Elle est aussi animatrice d'ateliers d'écriture. Et donc on a décidé à ce moment-là, pour tout un tas de raisons, mais entre autres parce que on était un peu affligés de voir qu'un certain nombre de gens se déclaraient biographes
juste parce qu'il savait écrire, parce qu'il pensait qu'il savait écrire. Voilà. On avait une autre idée du métier de biographe. Donc on a décidé de proposer une formation pour professionnaliser le métier. Parce que justement il ne s'agit pas simplement de savoir écrire ou d'écrire comme on écrit pour soi-même quand on est biographe. C'est un métier de l'écrit, certes, mais c'est aussi un métier de la relation, de l'accompagnement. Parce que faire son récit à une personne qu'on ne connaît pas, faire écrire son récit par une personne qu'on ne connaît pas, n'est pas sans effet, ni sur la personne qui fait le récit, ni d'ailleurs sur le ou la biographe. Nous avons ouvert cette formation en 2014 et nous avons à ce jour formé environ 150 personnes, donc 150 biographes, qui n'exercent pas tous aujourd'hui à plein temps, mais il y en a bien les 2/3. Alors, c'est une profession qui est en train de se développer, et souvent les biographes ont aussi d'autres activités liées d'ailleurs à l'écriture ou à l'accompagnement. Mais ça veut dire que concrètement, on a lu à peu près le récit de vie de 150 personnes depuis cette période-là, puisque les stagiaires biographes réalisent une biographie pendant le temps de la formation. Et ça nous a semblé être la façon la plus active et la plus, une façon d'apprendre le métier plus efficace que de rester dans la théorie. La formation, c'est 9 mois. En 2020, donc après 6 années donc d'expérience commune, on a donc écrit ce livre, Devenir biographe, ou prêter sa plume pour écrire la vie des autres, qui est un peu un vade-mecum, on va dire, pour les biographes en exercice. Alors tout à l'heure je disais que être biographe ça n'était pas simplement savoir écrire, et que écrire pour l'autre ça n'est pas écrire pour soi. Alors je ne vais pas vous développer toutes les compétences nécessaires de notre point de vue pour exercer le métier de biographe, mais en tous les cas s'agissant de l'écriture, puisque c'est le propos ici aujourd'hui, une des choses les plus importantes c'est de restituer la voix de la personne dont on écrit le récit. Et ça se fait dans une subtile alchimie entre la langue orale et la langue écrite, de façon à ce que la personne se reconnaisse dans le texte et que les destinataires du récit puissent dire « c'est fou, j'ai l'impression de m'entendre ». Et pour arriver à ce résultat, il faut que le biographe sache mettre la personne en confiance, sache l'écouter, se mettre au diapason de ses émotions, l'accompagner dans les méandres de sa mémoire, ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est souvent une personne assez âgée auquel on a affaire, la laisser dérouler son récit dans l'ordre ou le désordre qui lui convient, charge au biographe de remettre de l'ordre après, de la questionner sans être intrusif, de respecter son rythme, etc., etc. Mais je voudrais revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, cette évolution du marché de la biographie, et essayer d'en cerner les raisons. Du côté de la demande, on retrouve peu ou prou les mêmes raisons que celles évoquées précédemment pour ceux et celles qui désirent écrire leur histoire eux-mêmes. La transmission, le désir de transmettre, le besoin de témoigner d'une expérience et ou d'une vie singulière, la réparation quelquefois. On a entendu des personnes dire ben voilà, quand j'étais jeune, un jour on m'a accusé d'avoir volé une pomme, on est venu me chercher entre 2 gendarmes, j'ai remonté toute la rue encadrée par les gendarmes, toute la rue du village, et j'avais jamais volé cette pomme. Voilà. Donc, la réparation, le rétablissement d'une vérité, etc. Du côté de l'offre, de ceux et celles qui sont devenus ou qui veulent devenir biographes, ce sont en général des personnes qui ont bien sûr
ce goût pour l'écriture, mais qui ont aussi le goût des autres, l'intérêt pour la vie des autres, et pas seulement celle des people. Elles sont aussi curieuses de tout, s'intéressent à la vie d'avant, ont aussi une expérience de transmission réussie ou au contraire de rupture dans la transmission. Et il y a aussi ce désir partagé d'exercer un métier qui a du sens, ou qui redonne du sens à leur vie, cela étant particulièrement prégnant chez les personnes, et elles sont de plus en plus nombreuses, qui arrivent en formation après un burn-out, ou en ayant frôlé le burn-out, ou qui, parce que leur travail a perdu son sens, donc procédures administratives, pression en tout genre, modalités d'exercice, je pense en particulier aux journalistes, ont décidé d'en changer. La fameuse crise du travail, qui n'est pas la crise de ceux qui ne veulent plus travailler, mais la crise de ceux qui veulent travailler autrement. Sur la question de la biographie, je voudrais pas terminer sans évoquer la biographie hospitalière qui a été mise en place en France par une personne qui s'appelle Valeria Milewski. Si vous avez l'occasion, si ça vous intéresse, d'aller regarder, vous tapez Valeria Milewski sur Internet et vous allez trouver des vidéos où elle parle de son métier. Elle est absolument formidable. Et elle a mis, donc non, ça fait plus de 10 ans, elle est à l'hôpital de Chartres en service d'oncologie où elle fait la biographie de personnes gravement malades. Elle a monté une association, elle forme des gens. Nous, on a beaucoup de gens qui viennent en formation chez nous avant d'aller chez elle parce qu'elle demande qu'ils aient déjà la compétence de biographe avant de se former à la biographie hospitalière. Et elle est en train de faire reconnaître cette pratique comme un soin. Elle travaille en soins palliatifs et les biographes qu'elle forme travaillent aussi souvent en soins palliatifs. Et ça fait partie de ces choses qui font que la fin de vie est plus douce, entre guillemets, pour les personnes qui ont l'occasion d'écrire cette biographie. Pour conclure, moi qui suis une mécréante, je vais vous lire un extrait d'un message du pape François qu'il a envoyé pour la 54e journée mondiale des communications sociales. Il a consacré son message au récit de vie. Je veux consacrer le message de cette année au thème de la narration, parce que je crois que, pour ne pas s'égarer, nous avons besoin de respirer la vérité des bons récits, des récits qui construisent et non qui détruisent, des récits qui aident à retrouver des racines et la force d'aller de l'avant ensemble. Dans la confusion des voix et des messages qui nous entourent, nous avons besoin d'un récit humain qui parle de nous et de la beauté qui nous habite. Un récit qui sache regarder le monde et les événements avec tendresse, qui raconte que nous faisons partie d'un tissu vivant, qui révèle l'entrelacement des fils par lesquels nous sommes rattachés les uns aux autres. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour adhérer à ce message. Merci. Merci beaucoup Michel, je crois que ton discours, on peut dire, mais suscite quand même pas mal de questions, donc je laisse la parole au public. Est-ce que vous avez écrit vous-même votre biographie? Je l'ai écrite, oui, on va dire que je l'ai écrite. Mais vous savez, quand on écrit son histoire, on peut l'écrire plusieurs fois dans sa vie et ce sera jamais la même. Voilà. Donc j'ai fait un récit quand justement j'ai fait mon diplôme universitaire, donc ça date de 2005. Oui. Et c'était sous l'angle du rapport à l'écrit, justement. Parce que c'est pareil, on peut faire un récit de vie général, mais on peut aussi choisir des angles. Et puis j'ai écrit des textes autobiographiques, un certain nombre sont publiés dans les revues de l'APA.
Je voudrais commencer en disant que ce que vous avez dit, c'est vraiment extraordinaire, très stimulant. Tant mieux. Et qui pose plein de questions. Enfin, bon, en ce qui me concerne, je suis souvent en désaccord, mais ça ne veut pas dire que vraiment ça ne pose pas d'occasion de penser et de réfléchir à ces connexions. Mon désaccord principal, c'est sur le thème du destinataire. Faut-il qu'il y ait toujours un destinataire? Peut-on écrire sans destinataire? On peut, mais on écrit à qui? Il y a toujours un destinataire, il y a l'autre soi-même. Un jeu est un autre. Il y a forcément un destinataire, même s'il n'est pas nommé, identifié, mais quand on écrit, on peut écrire pour soi, hein, on peut écrire pour soi, mais quel soi? Oui, j'allais ajouter, les gens qui écrivent un journal, par exemple, peuvent le détruire. C'est pour ça que journal et récit de vie, c'est pas la même chose. Oui, ça m'amuse parce que à votre place, la dernière fois, il y avait l'écrivain d'Imam Abdallah qui s'excusait auprès de nous, lecteurs, en disant « Je n'écris pas du tout pour vous. Excusez-moi, je n'écris pas pour vous. » Elle s'en excusait. Donc, qui écrivait-elle? C'est ça. Oui, non, on peut se poser la question, mais bien sûr. Non, on peut... moi, j'entends les écrivains qui disent « Je ne pense pas au lecteur quand j'écris. » C'est certain. Mais il n'empêche que dès lors qu'il publie, c'est que le lecteur existe. C'est peut-être pas en premier chef ce à quoi il pense, mais en tous les cas, dès lors qu'il y a un désir de publication, c'est-à-dire qu'il y a un désir de lecture. Et de toute façon, quand il y a un désir de publication et quand on publie, on sait que il y a autant de lecteurs qu'il y a de personnes. C'est-à-dire que voilà. Mais en tous les cas, on a quand même ce désir d'être lu. Et d'ailleurs, ce que disent souvent les écrivains, il me semble, c'est que le livre ne leur appartient plus, dès qu'il est publié. C'est ça. Que donc chaque lecteur en fait ce qu'il veut. Tout à fait. Oui, absolument. Moi, j'avais de lectrice. J'ai lu les livres que vous aviez donnés comme éventuellement servant à votre propos. Et alors, Garouste, Delphine de Vigan, je lis, intéressée, me sentant éventuellement concernée. Puis alors, par contre, du roi, j'ai l'impression d'être une voyeuse qui est en train de regarder par le trou de la serrure. Et j'ai abandonné. C'est impossible que je lise ça. Ça ne me concerne pas. C'est son histoire. Et je ne peux pas entrer dedans. Mais c'est je pense que du roi, il a ces deux catégories de lecteurs et de lectrices. Il y a ceux qui lisent tout, dont je fais partie. Et puis, il y a ceux qui n'arrivent pas à le lire. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement chez Duroy, c'est que de livre en livre, je le vois évoluer. C'est-à-dire, je vois, il va vous raconter, mettons, dans Prier pour nous, il raconte un épisode de sa vie. Et puis, dans Le Chagrin, il va raconter le même épisode, mais d'une autre façon, avec un autre point de vue. Et puis, un autre livre, 5 ans après, ça va encore être autre chose. Et c'est particulièrement caractéristique par rapport à sa mère, à qui, enfin, il était vraiment pas tendre avec sa mère, qui a pas été tendre avec eux non plus, mais, et c'est dans, je ne sais plus quel, Échappée, je crois, que là, tout d'un coup, son point de vue sur sa mère change. C'est-à-dire les faits ne changent pas, mais tout d'un coup, il voit sa mère autrement parce que il se trouve confronté, lui, à un moment donné, à risquer de perdre sa maison parce qu'il divorce, que il ne sait pas s'il va pouvoir garder sa maison à laquelle il tient comme à la prunelle de ses yeux, et il repense à sa mère qui a failli devenir à moitié folle quand elle a été expulsée de son appartement de Neuilly. Et eux, ils en ont subi les conséquences. Et tout d'un coup, là, hop, son point de vue est en train de changer, et il est d'une honnêteté absolument étonnante, oui. Et c'est pas lié au décès de la personne. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, c'est parce que, non, et il y a ce fait qu'il soit confronté à quelque chose de similaire que ce à quoi a été confrontée sa mère, et qui trouve une photo de sa mère jeune, qui est souriante, magnifique, et il dit,
mais c'est qui cette femme? Alors que moi, j'ai connu une espèce de folle qui traînait en savate dans la maison, qui hurlait dès qu'il y avait... Voilà. 11 enfants, hein, vous avez dit. C'est ça, voilà. Comme, qu'elle faisait comme des pots de confiture, dit-il. Vous avez entendu. Oui, oui, mais ça, de toute façon, je trouve ça... Mais tout ça vient, pourquoi on a l'impression d'être voyeurs dans l'un? Ils racontent tous les deux leur famille. Oui, ben c'est voilà, c'est le point de vue du lecteur. C'est oui. on lit aussi chacun avec nos histoires et avec notre façon d'appréhender le monde et la vie. Personnellement, j'aime pas trop les dialogues. Alors, moi qui n'aime pas les dialogues, allez savoir pourquoi. Chez Duroy, il me gêne pas. Une question par rapport à la vérité. Oui. Parce que les gens qui ont des souvenirs, ils bien de la chance. Parce que moi, j'ai pas de souvenirs en France, je ne suis pas mort. Je me suis amusé en disant que peut-être ça allait faire revenir les choses. C'est ce qu'on dit. Et par rapport à ce que vous disiez sur les politiques, moi, je suis biographe en disant que je ne pense pas qu'il serait pas mentir. Moi, je trouve, en tant qu'à mettre dans une biographie, les mensonges, c'est intéressant aussi. Est-ce que la sincérité, c'est quelque chose qui est essentiel dans cette démarche? Parce que je sais qu'on s'en invente de souvenirs. Oui. Moi, je pense que je me rends compte que le souvenir, voilà, peut-être qu'on prend bien vite, hein, mais voilà. Et ça, pour moi, ça a une grande valeur, malgré tout, parce que à la place de ces faux souvenirs, moi, j'ai... Mais vous avez dit deux mots, sincérité, vérité. Pour moi, c'est pas la même chose. Pour moi, la vérité, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que la vérité de l'un, c'est l'exemple d'Alain Raymond, et puis c'est, vous savez, il se passe quelque chose dans la rue, vous réunissez des témoins, et puis selon l'endroit où ils étaient, ils n'ont pas vu la même chose, et c'est à chaque fois la vérité, parce que de là où ils étaient, c'est ça qu'ils ont vu. Bon, dans ce qu'on vit, c'est la même chose. Hein, dans une famille, les différents événements, les points de vue sur les uns et les autres, ils vont être différents. Alors que la sincérité, c'est autre chose. On peut être tout à fait sincère en disant quelque chose de complètement faux, parce qu'on en est persuadé, ou parce que c'est comme ça qu'on l'a vécu, ou parce que c'est le souvenir qu'on en a. Il n'y a pas de volonté délibérée de dire des mensonges. Mais est-ce que vous avez rencontré dans la vie, ou est-ce que c'est une préoccupation de gens qui font la vie justement pour trouver des vies, pour trouver des justement, mais bien sûr, il y a des tas de personnes qui ont effectivement une mémoire déficiente, hein, sur certaines choses. Et puis, en tous les cas, manifestement, vous n'avez pas fait cette expérience-là, vous, mais l'écriture permet aussi de faire advenir des souvenirs qui étaient enfouis. Alors, quand on écrit tout seul, ça peut arriver, mais quand on écrit en groupe, c'est encore plus prégnant, parce que comme on entend les textes des autres, il y a des éléments qui résonnent de l'un à l'autre, et tout d'un coup on se dit « Ah, mais moi aussi j'ai vécu un truc comme ça », mais effectivement, et le nombre de fois où j'ai entendu, alors là vraiment des personnes lire leur texte et dire « Mais vous savez, c'est en l'écrivant que ça m'est revenu. J'avais complètement oublié ça ». Et c'est la proposition, c'est ou les textes d'introduction, enfin, il s'est passé quelque chose qui a fait que, alors, je ne dis pas que toute la mémoire revient, hein, mais en tous les cas, il y a des éléments qui reviennent, et quelquefois des éléments qui viennent éclairer une situation, et donc changer le point de vue aussi sur la situation. Moi, je m'interroge sur la démarche dans les EHPAD, par exemple. Et donc, la démarche d'écriture, il y a d'une part transmettre j'ai une mémoire d'un temps qui est écoulé, etc., qui serait intéressant de connaître, mais il y a aussi dans ces ateliers le désir de maintenir la personne vivante, c'est-à-dire indépendamment même de ce qu'elle a à dire, le fait qu'elle dise elle est encore une personne, elle est encore une parole. Et alors là, à la limite, s'il n'y a plus de transmission après, parce que parfois il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de... Et deuxième chose, c'était sur la politique éditoriale. C'est-à-dire, il y a deux choses, il y a des ateliers d'écriture qui fonctionnent à l'interne, après on va communiquer
s'appliquer les uns aux autres, etc. Donc, en supposant une bienveillance, évidemment, des côtés du regard, puisqu'on ne juge pas ni la qualité littéraire, ni le contenu, mais quand on veut éditer, et là, c'est le passage des lots, en fait, à la dimension professionnelle, parce que tout écrivain qui va vendre son livre, évidemment, fait un commerce. Enfin, bon, va gagner de l'argent plus ou moins avec ça. Plus ou moins. Ah oui, mais si on le vend, si on le met dans une librairie, c'est pour le vendre. Indépendamment d'une recherche d'une oreille, d'une écoute, etc., d'une communication, il y a ce côté commercial, il y a le côté financier. Oui. Et à ce moment-là, il y a une politique éditoriale, c'est-à-dire que tel éditeur ou tel éditeur va ou non recevoir le livre. Et en fonction de quel critère, du critère qu'il faut qu'il y ait un lecteur. Bien sûr. C'est quelque part qu'il y a un écho et que ça plaise. Et alors là, on n'est plus du tout dans la démarche, je dirais, personnelle du rapport à l'écriture, mais il y a cette dimension commerciale. Oui. Et alors, quand vous faites, vous, des publications, c'est un petit peu différent. Enfin, ça serait intéressant d'en parler. C'est-à-dire, quand on fait dans un groupe d'écriture, quelque part, on va consigner les textes et avoir l'objet livre quelque part, même si c'est une revue, à quoi ça correspond? Une fois qu'on a communiqué oralement, est-ce qu'il y a besoin, et pour le coup, d'être estampillé quelque part un petit peu écrivain? C'est-à-dire, on est écrivain quand c'est publié. Ça, c'est un débat, un vaste débat qui existe depuis très 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 longtemps. Nous, à l'EF, les personnes qui écrivent en atelier, on les appelle des écrivains ou des écrivantes. Mais plus ça va, plus on a tendance à dire des écrivains et des écrivaines. Et il y a effectivement aujourd'hui un courant qui dit que à partir du moment où les gens écrivent, ils sont écrivains ou écrivaines. Pour la partie, vous savez, le livre que j'ai écrit avec Delphine, on perçoit à peu près, donc les droits d'auteur, ils sont divisés par 2, on perçoit chacune en gros 80 € par an de droits d'auteur. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà. La faute à Rousseau, c'est pas des textes qui viennent d'ateliers d'écriture, C'est des textes qui sont produits par des personnes de l'association ou proches de l'association qui écrivent par rapport aux thèmes qui sont décidés par le comité de rédaction on a les thèmes 3 numéros à l'avance. Qui veut proposer un article propose un article, et il y a un mixte entre des articles savants entre guillemets, c'est-à-dire d'universitaires spécialistes de la question qui est traitée, et des textes d'auteurs comme moi, comme d'autres que la question intéresse et qui ont quelque chose à dire sur le thème là. Et c'est publié pour on peut s'abonner en général, mais c'est les membres de l'association en général qui s'abonnent et c'est disons que ça a vocation à nourrir la réflexion. Enfin, moi, par exemple, dans les ateliers d'écriture, j'utilise un certain nombre de textes qui sont dans cette revue, dans La faute à Rousseau, pour étayer mon propos ou pour donner à entendre des choses écrites, pas forcément par des écrivains reconnus et publiés, sur le sujet que je suis en train de travailler avec les personnes. Oui, je parlais de politique éditoriale pour les écrivains reconnus, mais c'est avec De Vigan, les Annie Ernaux. Ça c'est des écrivains, ça c'est oui, mais eux écrit des autobiographies. Oui, mais alors elles ont, elles et d'autres, elles ont écrit toutes seules dans leur coin, elles ont présenté leurs livres à des éditeurs qui ont pensé que la qualité littéraire méritait qu'elle soit publiée, et voilà. Il n'y a pas que la qualité littéraire. Pardon ? Il n'y a pas que la qualité littéraire. Est-ce que le thème aussi peut... Mais quand je dis qualité littéraire, c'est très global. C'est très global. C'est effectivement. Bien évidemment qu'il y a des périodes où certains thèmes. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit à travers l'histoire aussi quels sont les thèmes qui. Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. Il y avait la dame aussi au fond. Non, moi je voulais revenir sur avant
je fais partie d'un atelier d'écriture depuis plusieurs années. J'y trouve beaucoup de plaisir. Mais avant cela, j'étais, depuis que j'avais une dizaine d'années, j'écrivais mon journal. Et j'en ai eu 4 cahiers complets. Vraiment, j'avais besoin d'écrire. Et un jour, une fois mariée, mon mari, qui ne s'intéressait pas trop à ce que je faisais, un jour a trouvé un de mes cahiers et m'a fait une réflexion sur ce que j'avais écrit, qui l'avait un petit peu choqué, tout au moins interpellé. Et du coup, j'ai pris mes 4 cahiers, j'ai été les brûler chez mon père. Et malheureusement classique. Depuis, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir brûlé ma bibliothèque. Oui. Et maintenant, j'ai moins confiance dans mes souvenirs, parce que je me disais, j'écrivais, c'était pour avoir toujours une trace, La mémoire. trace, La mémoire. voilà. Et, mais bon, avec l'atelier d'écriture, là, je trouve un plaisir à jouer avec l'écriture, à jouer avec les thèmes, avec on part des fois d'une photo, on part d'un texte à la manière de... Et on est une douzaine à peu près dans l'atelier, et on est vraiment des niveaux très différents, avec certains qui ont même une difficulté à écrire, mais ça fait des années qu'on chemine ensemble, et franchement, c'est des moments extraordinaires de voir chacun, on se reconnaît quand l'un écrit des choses, et en partant du même thème, il y a des choses très différentes. Ah ben oui. Mais selon, on retrouve chez un quelque chose qu'on a noté nous, et ça fait vraiment des échos. Oui, et on ne se revoit pas en dehors de l'atelier, mais il y a quand même quelque chose de très fort qui est partagé. C'est et sûr. Ça, c'est vraiment le plaisir d'écrire et de donner. Donc, donner et recevoir. Voilà. Mais oui. Madame? À propos d'écrire pour l'autre, j'ai été sollicitée 3 ou 4 fois. Je suis d'une fratrie nombreuse. Et lors de décès de frères ou sœurs à moi, mais un neveu ou une nièce, enfant de la personne décédée, est venu me voir en me disant: est-ce que tu pourrais te charger d'écrire un texte et de le dire au moment des obsèques? À chaque fois, j'ai accepté. C'est une expérience très forte, assez dure, mais qui oblige à bien se souvenir et à bien remettre en mots les moments importants que l'on a pu vivre avec cette personne, tout en ne perdant pas de vue que c'est une autre personne qui l'a demandé. Et à chaque fois, la personne, le neveu ou la nièce qui a fait cette demande, a voulu rester avec le texte d'une page que j'avais écrite et que j'avais dû dire aussi au moment du l'expérience très spéciale. Et madame, non, vous vouliez dire quelque chose? Sur l'aspect psychologique, j'ai eu l'impression que vous aviez tendance à l'évacuer un peu. Or, écrire fait du bien. Et vous avez par ailleurs employé le mot crise, et vous avez terminé par l'expérience de la biographie hospitalière. Donc il y a un aspect de soin. Alors, bien évidemment, et c'est tout à fait sciemment que j'évacue tout ce qui est psychologique. C'est pas de mon ressort. Je suis animatrice d'atelier d'écriture, je suis pas psychologue.
Donc, je m'interdis absolument toute intrusion de ce côté-là. En revanche, qu'il y ait des effets, que moi j'appelle des effets de surcroît, à l'écriture, alors que ce soit l'écriture en solitaire ou l'écriture en atelier, c'est certain. Mais ça relève de chaque personne, et ça appartient à chaque personne. Moi, j'ai pas à m'immiscer là-dedans. Et c'est ce que je vous ai dit, par exemple pour Dominique, le cas de Dominique, quand je vous dis que ces crises de bipolarité s'espacent, s'il y a un effet et de l'écriture et de la publication, parce que c'est dans son cas, c'est extrêmement important, de la réception de son livre, de ce qu'on lui a renvoyé, des liens qu'elle a renoués avec toute sa famille qui est dans le monde entier, enfin bon, de ce qu'elle a pu réparer par rapport à l'histoire de sa mère, forcément, c'est indubitable, il y a des effets, mais le cadre de l'atelier d'écriture, c'est pas le cadre d'un atelier thérapeutique. Oui, je me souviens vous avoir posé la question quand on a eu des contacts au téléphone. Je vous ai dit, mais à vous entendre, finalement, vous êtes peut-être une thérapeute. Ah non, surtout pas. Mais non, je ne suis pas thérapeute. Non. Et moi, je voulais compléter un petit peu ce qu'a dit monsieur, parce que c'était l'intervention que vous voulez faire. Je respecte et je comprends très bien là votre explication sur le fait que vous n'abordiez pas un mot qui pour moi est évident, c'est le mot thérapeutique. Pour chacun a sa propre thérapeutique dans l'écriture. J'étais étonnée que vous employiez pas le mot avec toutes les précautions que vous venez d'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, moi je suis un peu surprise de ce fleurissement d'ateliers. Il y a des bons côtés, mais je pense qu'il y a des côtés aussi très commerciaux dans certaines publicités qu'on voit, où c'est aussi peut-être une façon de gagner de l'argent, alors avec des personnes plus ou moins bien formées pour aider les autres à aller mieux. Voilà. Oui, mais alors la question c'est comment on présente l'offre d'atelier. Voilà. C'est l'honnêteté qu'on a par rapport à ça. Alors les effets, il y en a, mais il n'y a pas que des effets dans le registre thérapeutique. Voilà, non, mais c'est pour ça que je dis, il y a différents effets de l'atelier d'écriture. Le premier effet, à mon avis, c'est de reprendre, de prendre possession de son écriture, voilà, d'être en capacité d'écrire. On sait que la parole, l'écriture, c'est des formes de pouvoir, et que quand on sait écrire, quand on sait parler, on reprend du pouvoir sur sa vie et on laisse plus les autres parler à notre place ou écrire à notre place. Donc c'est pas anodin, mais et on ose. Mais je vous m'entendrai jamais dire c'est thérapeutique. Je dirais il y a des effets thérapeutiques. Voilà. Ça je ne les nie absolument pas. Mais c'est vraiment des effets de surcroît dans un cadre qui n'est pas thérapeutique. C'est comme, je sais pas, c'est comme toute activité. Je veux dire que vous allez dans un atelier de peinture parce que vous avez envie de peindre, et ben vous faites du bien en faisant quelque chose que vous avez envie de faire, quoi. Et vous faites de la musique, c'est pareil. Vous allez faire de la gym, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est toutes les activités qui font que vous faites quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir, quoi. Oui, c'est pour ça que je rebondis sur votre terme plaisir. Il y a pouvoir, mais il y a plaisir. Ah bah bien sûr. Mais bien sûr, non, mais. Enfin, il peut y avoir que pouvoir, mais c'est délétère. Ben ça dépend. La question du pouvoir, c'est toujours que quand on prend du pouvoir sur sa vie, c'est pas délétère. Moi, je dirais plutôt maîtrise que pouvoir. Mais non, parce qu'un maître. Oui, enfin bon, on va pas aller sur les mots, mais. Parce que le pouvoir, il y a toujours un impact sur les autres. Non, quand on a du pouvoir sur sa propre vie. C'est de ça dont je parle, moi. Oui, Gérard. Bonjour. Bonsoir, bonjour à tous. Je voulais juste partager un témoignage. Je suis de tout, comme vous tous. Je ne viens pas dans la valise de Michel. Mais il se trouve que depuis 18 mois, elle m'accompagne, parce que je suis en phase d'achèvement d'écriture d'un récit de vie, qui n'est pas le mien, puisque c'est le récit de vie de mes parents qui ont quitté un pays non éloigné. Ils ont quitté Anvers pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, nous avons fait souche en Touraine. Et je voulais
mal. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'on raccourcit ses nuits pendant l'écriture de ce livre, ce qui nous vient plein d'idées. D'ailleurs, vous voyez, je ne quitte jamais un petit carnet, comme Michel juste dit de le faire, parce que même à 1h du matin, 3h du matin, vous vous mettez à écrire des choses qui vous reviennent, et monsieur devant moi a très justement dit, même si on n'a pas de souvenir, en écrivant, il y a des choses qui reviennent. Alors, bon, moi j'ai la chance d'être très proche de ma petite sœur, parce que je fais 7e famille de enfants, et j'échange souvent par téléphone avec ma petite sœur qui me dit, mais Gérard, tu te souviens pas de ça? Je dis, mais si, voilà. Donc, je vous incite tous, je vous encourage tous à commencer. Moi, j'ai commencé à 69 ans. J'espère pouvoir terminer dans les semaines qui viennent. Mais c'est fabuleux, c'est une belle expérience, c'est tout le courage. Et bon, après, tout dépend du récit de vie, tout dépend. Moi, je réunis des éléments, des documents, puisque, comme disait Michel, des documents à l'Anvers sur les lieux d'enfance de mes parents pour rechercher des informations. Mais c'est passionnant, alors ça prend du temps. Alors, tous les retraités sont complètement à la retraite, c'est mon cas. Je fais beaucoup de choses et j'ai eu, il y a eu des moments de rupture, puis des moments où effectivement peut-être que j'en ai eu moins envie, j'ai même douté de la finalité de mon projet, mais ça vaut la peine, que ça soit forme solitaire, bien que c'est compliqué d'être totalement solitaire. Moi j'ai la chance d'être aidé par Michel, qui je communique souvent et qui me corrige beaucoup de choses. Corrige, non, pas corriger. Je pense que je n'aurais pas été vu, et les deux autres formes aussi sont intéressantes. Dans tous les cas, ça vaut la peine et je encourage tous à en faire. Merci, Gérard. Je voudrais revenir, si on a encore un peu de temps peut-être, sur un autre texte de Delphine de Vigan, d'après une histoire vraie, qui est un peu la suite du premier, où elle, d'après une histoire vraie, j'ai trouvé très très intéressant parce que une histoire vraie, et en fait on est dans une fiction, et elle va jouer là-dessus tout le temps. Et il y a deux personnages, donc elle et puis une amie à elle. Et l'amie à elle, et donc, je vais lire un petit passage, je l'ai photocopié. Elle m'a d'abord expliqué qu'elle écrivait pour les autres. C'était son métier. Elle écrivait leurs confessions, leurs états d'âme, leurs vies d'exception qui ne demandaient qu'à être racontées, etc. Je saute un peu. Au fil du temps, elle s'était plus ou moins spécialisée dans l'autobiographie féminine. Les actrices, les chanteuses, les femmes politiques se l'arrachaient. Elle, c'est donc la personne en question, m'a raconté comment fonctionnait le marché. 3 ou 4 plumes se partageaient l'essentiel des gros coups. Le plus souvent, elle était en concurrence avec 2 auteurs connus, qui, au-delà de leur propre travail, écrivaient dans l'ombre. Des nègres stars, a-t-elle précisé, une espèce littéraire invisible dont elle pensait faire partie, car ni leur nom, ni le sien n'étaient mentionnés sur les couvertures. Tout au plus apparaît-il en première page au titre d'une collaboration. Alors ça m'a amusé ce texte, parce que touché en fait, l'ami, c'est son double. Oui, alors là, il y a tout un jeu dans le roman, mais ça m'a amusé quand même sur le terme de nègre. Parce que vous vous êtes bien gardé de le dire, et là, les nègres, on dit maintenant, on prend parce que Geneviève, aujourd'hui, utiliser ce terme est passible de la loi. Ah oui, on ne peut plus utiliser ce terme-là. D'ailleurs, il y a un roman de, je trouverai plus son nom. Non, mais c'est pas ça que je pense. C'est Bruno Tessaré qui lui-même est un ghostwriter, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Art nègre. Et qui raconte ses déboires de biographe auprès de personnes. Alors on reconnaît au passage Nicolas Hulot, je sais plus qui encore dont il dit pique-pendre, mais voilà, aujourd'hui il pourrait plus écrire un livre qui s'appellerait on peut plus utiliser ce terme donc c'est pour ça qu'on dit ghostwriter, qui effectivement est presque plus juste, hein, écrivain fantôme, c'est que, c'est vrai voilà. Que le terme est bien choisi. Voilà. On peut le dire en français d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est, en général, je le traduis, mais c'est, alors, voilà, c'est ça. est-ce que ce qu'elle dit là,
dans son roman, donc, Ouais. est-ce que ça reflète une réalité, cette espèce Honnêtement, je sais pas. Ouais. Honnêtement, je sais pas. Je ne connais pas ce marché-là. Donc, je connais Duroy. Enfin, je sais que Duroy écrit des biographies. Il en a écrit beaucoup, Duroy. Hein. Il a aussi bien Bigard que Ingrid Betancourt. Hein. Il a vraiment fait de la biographie de toutes sortes de personnes. Il y en a certainement d'autres. Hein, mais il y a Bruno Tessaré, ça c'est sûr, mais sinon je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Non. C'est possible en effet que ce soit exact. C'est possible, tout à fait. Oui. Il y a des maisons d'édition qui sont spécialisées dans ce type de biographie et qui ont donc leur écurie d'écrivains qui acceptent pour gagner leur vie, parce que on gagne, quand on est écrivain, il y a quand même une minorité d'écrivains qui gagnent leur vie avec leurs œuvres. Donc, d'écrire la biographie des autres, ça, c'est cash, ils sont payés. Voilà. Oui, tout à fait. Mais grassement. Comment? Est-ce que... Oui, nouveau roman, oui, notez ça aussi. Ouais. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est pas encore D'ailleurs, il y a beaucoup de récits autobiographiques sur lesquels il y a... D'ailleurs, en fait, c'est sur la 4e de couverture, hein, des Cailloux bleus plein les dents, et le premier roman de Caroline Hansels. Mais quand vous ouvrez le bouquin, il y a rien. Vous savez pas si c'est un récit ou si c'est un roman. Et Caroline, elle est claire hein, là-dessus. Elle dit c'est un récit autobiographique. Mais la plupart, justement, il y a beaucoup de récits autobiographiques qui ont leur part de fiction. Comme je disais tout à l'heure, ils ont leur part de fiction parce que l'écriture, la structure, les choix qui sont faits, les choix narratifs qui sont faits, c'est ça qui fait la fiction. Mais il n'y a rien d'écrit. Anne Poly, par exemple, qui a eu l'année dernière un prix aussi, qui est édité chez Verdier, sur son père, je sais plus comment s'appelle le livre. Oui, mais je sais plus comment s'appelle le livre. Enfin bon, oui, elle a eu le prix du livre inter. Vous savez pas, quand vous achetez le livre, vous savez pas si c'est un roman, un récit. Donc, de toute façon, aujourd'hui, les genres tels qu'ils ont été définis sont complètement éclatés. Hein. Il y a encore des gens qui s'y rattachent, mais c'est plus quand vous voyez aussi toujours l'idée du lecteur. On a lu ça comme un roman. Bien sûr. Moi, si je dis que j'ai lu comme un roman, c'est bien sûr. Voilà, tout à fait. Voilà. Oui, sinon, ça va m'énerver. Mais c'est aussi l'idée le point de vue qu'on a sur ce qui est autobiographique. C'est le récit de vie. Maintenant, quand on enseigne, le terme récit de vie est employé, distinguer l'autobiographie. Oui, bien sûr. Oui. Tout à fait. Oui, absolument. Il y a des biographes quand même, je pense, d'un seul coup, son nom revient, Dominique Bonnat. Elle s'est fait un métier de la biographie. Ah ben oui, mais sauf que ça, c'est des gens qui écrivent la biographie de personnes mortes. Hein, c'est pas la biographie de personnes vivantes qui ont raconté leur vie pour qu'elle soit écrite. C'est différent. Et ce qu'on voit beaucoup aussi en ce moment, depuis quelque temps en librairie, c'est des personnes qui écrivent sur quelqu'un tout en racontant leur histoire. C'est-à-dire Laurence Tardieu, par exemple, elle a écrit un livre autobiographique. Non, c'est-à-dire que Laurence Tardieu, le début du livre, c'est elle va voir une exposition de Diane Arbus. Elle est prise complètement, prise par ce qu'elle voit. Elle rentre chez elle, elle achète le bouquin de Diane Arbus, elle commence à regarder et à lire, il y avait des textes de Diane Arbus, et là c'est encore pire que tout, c'est-à-dire que elle se retrouve dans ce qu'écrit Diane Arbus. Et en fait, en racontant la vie de Diane Arbus, elle raconte sa vie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aller-retour entre la vie de Diane Arbus et il y en a un autre sur Françoise Sagan. Voilà, le nom m'échappe de l'auteur aussi. Enfin, il y a plusieurs. Il y a Vanessa Schneider qui a écrit sur sa tante Maria Schneider et qui raconte. Alors là, je suis assez. Elle est censée raconter la vie de Maria Schneider, mais elle raconte autant. Les autres sont clairs sur l'objet de leur récit.
Vanessa Schneider, elle dit, je vais faire la biographie de Maria, enfin, raconter la vie de Maria Schneider, mais elle en raconte autant de la sienne que, bon. Et il y a de plus en plus de livres comme ça où les auteurs se mettent en scène au regard de la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il peut vous arriver... Pardon. Non, juste une question. Est-ce qu'il peut vous arriver dans les ateliers d'écriture que les gens aient envie d'un récit de vie purement fictionnel, enfin comme ça, écrire une vie imaginaire? Il y a un principe, Geneviève. Voilà, faire de la littérature. Mais on peut écrire sa vie et faire de la littérature, Georges. Non, mais je crois pas. Moi. Il y a un principe, si. Là, vous verrez. Lisez celui-là, vous verrez. Il y a un principe, c'est que je ne cherche jamais à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ça, je ne pose pas la question, et quelqu'un qui me dit ah mais c'est vrai, je dis c'est pas ça qui compte, c'est ce que vous avez écrit, la façon dont vous l'écrivez, est-ce que la façon dont le lecteur l'entend, lectrice l'entend. Donc qu'il y ait des éléments de fiction ou qu'il n'y en ait pas, je n'en sais rien. Dans l'atelier d'écriture, oui, après dans l'écriture, on va dire, je sais pas comment dire, professionnelle, enfin publiée, c'est toujours un sujet de débat. Bon, justement, ça m'amusait parce que au 19e, enfin 18e, 19e, les confessions, les confessions etc. Terre d'évacuer, nous ne sommes plus théoriquement dans une vision judéo-chrétienne. Donc, on évacue le terme confession. Et Rousseau, justement, pose tout le problème du mensonge. Et en disant, si je mens, de toute façon, c'est de bonne foi, donc je ne mens pas, donc c'est indépendant de ma volonté. Donc, ça pose toujours ce problème du rapport à ce qui a été vécu et à, entre guillemets, la vérité. Et ça rejoint, c'est-à-dire que, en fait, dans le récit de vie, ça pose ce problème-là. C'est-à-dire qu'on va parler d'événements qu'on a vécus, d'une psychologie qu'on a essayé de cerner, de soi, des autres, d'événements, etc. Et en réalité, il y a toujours cette dimension d'approche personnelle à travers bien sûr. Ben oui, c'est la question du point de vue. Et en fait, alors, quand est-ce qu'il y a écriture littéraire? Enfin, est-ce que c'est quand il y a sciemment la conscience qu'on crée, donc on peut aussi inventer, enfin, à partir d'un socle de réalité, construire quelque chose qui est de l'ordre de son imaginaire, sa sensibilité, etc. Et puis le travail de l'écriture. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a des fictions qui sont illisibles tellement elles sont mal écrites. C'est que de la fiction, mais c'est illisible. Ah oui, non, mais ça oui. Alors qu'un récit de vie, il n'est pas forcément fictionné, mais les choix narratifs qui sont faits, les choix d'écriture, les choix de structure, les choix d'organisation du texte font que on le lit comme un roman pour reprendre les termes qu'employait Françoise tout à l'heure. Pardon ? Je dis quand il y a récit, il y a des romans, il y a quelque chose. Il y a en tous les cas, il y a une structure qui est mise en place et c'est ça. Quand c'est complètement plat, quand tout est pareil, quand on s'ennuie. Mais dès lors que c'est organisé, qu'il y a des rebondissements, qu'il y a des changements de rythme, qu'il y a des ellipses, voilà, tous les ressorts de la fiction, finalement, sont tous les ressorts de la fiction qui, utilisés pour le récit de vie, font que il y a une qualité littéraire. Et vous faites travailler dans les ateliers d'écriture. Oui, ça dépend. Oui. Mais d'ailleurs, et normalement, et le dispositif tel qu'il est construit fait que on évite ça puisque on rentre par toutes sortes, et on a toutes sortes d'entrées et on travaille toutes sortes de points d'enjeux formels. Et c'est que seulement après qu'on organise son texte, qu'on réécrit des choses, qu'on refait les liens entre les différentes parties. Dès le départ, il y a une contrainte d'une écriture qui est pas complètement la même à chaque fois. Il y a une chose, je me demandais, nous recevons des écrivains une fois par an. Jamais nous ne leur posons la question comment vous écrivez en gros. Et je me demandais, si vous recevez des écrivains, est-ce que vous leur posez pas justement ce genre de questions? Sans doute. Oui, tout à fait. Mais ça peut être intéressant peut-être. C'est souvent très intéressant. Oui.
Oui, oui, Au oui. sens de quoi? L'organisation de leur journée? Voilà, c'est quoi leur façon, enfin, c'est comment ils écrivent, comment, concrètement, au mois d'octobre, j'ai reçu à Paris, à la Maison de la Poésie, Hélène Gestern. Je sais pas si vous avez déjà lu cette, je vous la conseille. C'est vraiment quelqu'un alors c'est une spécialiste dans sa vie professionnelle de l'autobiographie, mais elle n'écrit que de la fiction. Elle a écrit des romans absolument formidables. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, ça m'a échappé là au moment vous lui avez demandé comment elle écrivait. Oui, donc voilà. Et elle, par exemple, oui, donc forcément, et elle disait, comme elle a un métier, c'est une universitaire, avec une charge de travail énorme, elle fait plein de choses, et elle disait, moi, il faut que j'écrive au moins 5 minutes par jour. Au moins 5 minutes. Une phrase, j'ai pas le temps d'y passer, il faut que j'écrive une phrase. Et mes livres, ils se construisent comme ça. Et bon, elle a dit autre chose, mais c'est toujours intéressant. Moi, je pense que ça peut être intéressant. C'est toujours intéressant. Des fois, les écrivains parlent de leur travail. On a l'impression qu'en effet, il y en a qui ont besoin d'un cadre extrêmement absolument. rigide. Et puis, à midi, j'écris. Enfin, je sais pas. Et je me dis que c'est pas. Mais c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant dans cet endroit-là, c'est de lire les journaux, oui, d'écrivains. C'est-à-dire, bon, il y a Henri Beauchot, par exemple, qui a publié tout un tas de journaux. À chaque livre écrit, il y a un journal qui accompagne le livre, donc on voit bien comment ça. Et puis il y a Annie Ernaux qui a publié L'Atelier Noir, il y a Marie-Hélène Lafont qui a publié un livre qui s'appelle Chantier, où elle donne des clés d'écriture. Donc quand on écrit, c'est intéressant mais même autrement, c'est intéressant de comprendre comment les écrivains font, et de façon assez générale, on se rend compte que c'est des bosseurs, quoi. Oui, c'est ça, c'est que ils travaillent. Beauchot, il faisait jusqu'à 12 versions du même livre, hein. Il réécrivait entièrement 12 fois. Donc, mais des gens comme Pierre Michon qui ont écrit des féministes. Voilà, pareil. C'est quelqu'un qui travaille pour des fois ne rien produire. Voilà, oui, tout à fait. Non, il y a un travail. Voilà, c'est toujours intéressant d'interroger les écrivains sur leur processus d'écriture. Oui, j'imagine. Nous, on ne fait fait jamais, mais je trouve que c'est intéressant de le faire. Bon, super. Bah, écoutez, on va vous remercier encore beaucoup. Et voilà. Merci à vous.